Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonsoir. Merci de venir à Marmande pour ce conseil communautaire. Le premier que nous organisons ici depuis le 12 avril 2014. Donc je suis personnellement très heureux de vous accueillir à Marmande. Je vais laisser la parole à mon premier adjoint puisque je suis président de séance. Et je vais laisser la parole à mon premier adjoint pour vous accueillir. Monsieur Philippe Labardin. Allô? Oui. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, au nom de la municipalité de Marmande, je suis heureux de vous accueillir à l'espace des expositions. Donc, comme l'a rappelé le Président, 18 mois après le tout premier conseil d'installation qui s'était déroulé dans notre ville. Ce lieu que vous connaissez était dans le passé utilisé comme marché de gré à gré pour la vente des fruits et légumes. Certains s'en souviennent. Il a été ensuite aménagé pour différentes manifestations, telles que la foire qui se déroule au mois d'avril depuis de très nombreuses années, mais pas que, pour toute une série d'autres manifestations. Et plus récemment, donc, il a été équipé en espace de spectacle le temps des travaux du Comédia. L'espace expo, vous le constatez, est modulable, puisqu'il a même vu naître le festival Garo Rock dans les 14 premières éditions qui se sont déroulées ici même. Marmande a une population qui aujourd'hui avoisine les 19 000 habitants, et l'équipe municipale que je représente ce soir s'investit pour proposer une dynamique de territoire autour de ses services publics et administratifs. Aujourd'hui, nos deux projets phares de mandature prennent toutes leurs dimensions. Il s'agit en premier lieu du nouveau pacte citoyen avec des représentants de quartier élus par la population. Dans ce cadre, d'ailleurs, nous organisons samedi prochain, le 7 novembre, les premières journées des Assises de la citoyenneté, dont l'objectif de la journée étant à réunir les Marmandais pour évaluer et réaffirmer ensemble les axes fondateurs de la citoyenneté marmandaise. Le deuxième axe fort, c'est le projet Centre-Ville Cœur de Vie. Donc l'axe principal est de renforcer l'attractivité du territoire par le biais, premièrement, de la mobilité. Vous avez dû entendre parler cette semaine du nouveau plan de circulation, donc qui est actuellement en phase de test. Deuxième point, c'est l'aménagement des espaces publics. Le troisième point, c'est le renforcement de l'attractivité commerciale en centre-ville. Et quatrièmement, c'est l'amélioration du cadre de vie en général. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon conseil communautaire ce soir. Merci, monsieur Labardin. Quelques informations en préambule, comme d'habitude. D'abord, il faut que nous désignions un secrétaire de séance. Je vois que le plus jeune d'entre nous n'est pas là. On va passer au suivant, monsieur Courriou. Très bien, monsieur Courriou, secrétaire de séance. Je vais vous donner quelques dates à venir. Le jeudi 3 décembre 2015 à 18h30, bureau communautaire. Jeudi 3 décembre 2015, 18h30, bureau communautaire, salle Jean Fenouillet. Jeudi 17 décembre, 18h30, le dernier conseil communautaire de l'année. Le lieu est à définir. Alors moi j'ai sur mes tablettes Meillan point d'interrogation, je ne sais pas. C'est prévu ou pas? Pas encore? Bon, on verra avec les services. Donc jeudi 17 décembre, conseil communautaire. Donc veillez tous à avoir bien signé la feuille de présence et veillez à signaler votre départ si vous devez partir avant la fin. Et surtout, respectez vos places pour les votes. Nous allons passer à l'approbation du compte-rendu de la séance du 22 septembre 2015.
Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu de la séance du 22 septembre 2015? Pas de remarques particulières, je vais la soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Des informations ensuite concernant les procédures de vote. Les dossiers 3 à 7, qui concernent donc les délégués de Val-de-Garonne Agglomération au syndicat mixte fermé assurant l'exercice de la compétence GEMAPI pour le compte de l'agglomération. Les services ont donc contacté l'ensemble des communes concernées. Nous avons une liste de délégués, des candidats, sachant que si l'un d'entre vous est contre, nous serons obligés de procéder par un vote à bulletin secret pour chaque désignation. Donc si vous avez envie de passer la nuit ici, il faudra lever le dos à ce moment-là. Concernant ensuite deux informations diverses. Première information qui concerne la loi NOTRe. Nous venons juste de parler donc des délégués de syndicats. Vous savez que dans l'article 42 de la loi NOTRe, il était précisé que les fonctions de délégués étaient exercées à titre bénévole dans les syndicats de communes et dans les syndicats mixtes. En fait, il y a eu, semble-t-il, une erreur de la part du rédacteur de la loi. Et le ministre Christian Ecker, donc le secrétaire d'État au budget, a envoyé un courrier mi-octobre aux directeurs régionaux et départementaux des finances publiques pour avertir de cette erreur. Et il signifie donc l'intention du gouvernement de présenter au Parlement une disposition visant à rétablir de manière rétroactive les droits des élus concernés et à différer l'effet des dispositions en cause au 1er janvier 2017. Ce qui veut dire que il n'y aura pas de rupture en fait dans les rémunérations des délégués des syndicats, et les rémunérations seront légales. Voilà pour ce qui concerne la première information. La deuxième information, qui va nous prendre un petit peu plus de temps, vous le savez, il y a un projet de réorganisation du réseau territorial de la Direction générale des finances publiques, à la demande donc du ministère des Finances. Et nous avons reçu une proposition de motion que nous avons donc retravaillée un petit peu. Et cette motion, je vais demander donc à Christophe Courrèges-Longue de nous l'exposer. Merci Président. Donc le contexte est en effet la réforme de l'État et la restructuration sur les départements et sur notre territoire des services fiscaux et des trésoreries. Donc il y aurait un projet de réorganisation de ce réseau, avec à savoir donc la fusion des services de Marmande et de Tonneins pour tout ce qui est services fiscaux, et notamment le transfert de l'activité du centre de Marmande à Agen pour notamment les services du cadastre, des hypothèques, de la fiscalité immobilière et du contrôle de la fiscalité des entreprises. Donc le conseil départemental a pris une motion dans ce sens pour le département. Donc il semble logique que l'on se retrouve, nous à VGA, à vouloir faire que ces services restent dans ces structures, même si on sait que l'État doit se restructurer, qu'il y a des efforts à faire. Mais bon, on est un espace rural avec une importance de ces services publics, à la fois pour les usagers et aussi pour les collectivités. Donc il semble important que l'on puisse envoyer un signal, comme l'a fait le conseil départemental, comme aussi l'a fait Régine Poveda en tant que députée, qui a envoyé un courrier au ministre, pour donc voilà, que notre territoire ne puisse pas être impacté par cette réforme. Et donc voilà, une proposition du conseil communautaire qui affirme son soutien aux deux collectivités du territoire, à savoir les communes de Marmande et Tonneins, et réitère son opposition à toute éventualité de restructuration, voire de fermeture, en demandant instamment le maintien de ces services qui accueillent, reçoivent du public et conseillent les communes. Apporte son soutien aux élus locaux mobilisés contre ce projet de fusion et aux organisations syndicales ou représentatives du personnel.
et demande à ce que le ministère des Finances et des Comptes publics revisite l'actuel projet et veille à ce que les réformes envisagées maintiennent la présence des services fiscaux sur les territoires de Val-de-Garonne agglomération. Merci Christophe. Je voudrais vous dire qu'il y a eu, pour ceux qui l'ont lu aujourd'hui, dans un quotidien donc, local, une interview très intéressante du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne, qui parle de l'avenir de nos territoires, et notamment de celui du Lot-et-Garonne. Et à la question de savoir que vont devenir nos territoires, il répond « Tout dépendra de la politique d'aménagement du territoire que prendra l'État ». Et je crois que tout est là. Tout est là parce que les signes que l'État peut donner en faveur de nos territoires seront reçus comme des gages de son implication dans la permanence des services publics sur nos territoires. Et donc je crois que là, il faut vraiment que nous soyons dans l'action et il ne faut pas que nous soyons seulement dans l'invocation. C'est ce que j'ai dit au conseil municipal à Marmande lundi, lorsque nous en avons débattu également. Je crois qu'il est temps de véritablement dépasser les simples intentions, les simples courriers, les simples prises de position, les simples votes. Il faut agir concrètement. Nous allons organiser une manifestation en témoignage de cette difficulté. Vous serez avertis très rapidement pour la forme qu'elle prendra. Nous sommes en train effectivement de l'organiser. Et je crois qu'il est extrêmement important que nos territoires gardent cette proximité, notamment pour ce qui concerne donc tous ces services dont l'absence impactera les personnes, mais aussi les entreprises, et vous, communes, et nous, communes, et notre administration intercommunale. Donc là, attention, il y a un danger de rupture du lien entre notre territoire et les services de l'État. Donc, je sais que des courriers ont été envoyés, c'est une bonne chose, mais maintenant, au-delà de ça, il faut que nous ayons des questions posées à l'Assemblée nationale. Régine, s'il te plaît, ce serait une très bonne chose. Il faut que nous allons envoyer cette motion à notre ministre, le ministre du Territoire. Je crois que c'est un excellent relais. Et nous allons aussi passer par les autres parlementaires du reste du département, tous, les sénateurs, les députés, de manière à ce que cette position soit relayée, parce qu'elle est importante, effectivement. Ça va faire une saignée majeure, mais surtout une rupture de contact entre les services de l'État et notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette motion? Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Pas de demande de parole, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant... Oui, pardon. Ah, pardon. Oui, effectivement, Madame Jacquet ne peut pas prendre part au vote, bien évidemment. Est-ce que d'autres personnes ne veulent pas participer au vote? Non? Très bien. Nous allons passer donc au premier point à l'ordre du jour, dossier numéro 1, avis du Conseil communautaire sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. D'abord, je voudrais vous faire avant de passer au PowerPoint, je vais vous faire un petit compte-rendu. Nous l'avons déjà fait en bureau sur les schémas départementaux de coopération intercommunale tels qu'ils ont été présentés à la convention de l'Assemblée des communautés de France le mois dernier à Tours. Les premiers schémas qui avaient été étudiés montraient véritablement des propositions qui étaient sans commune mesure avec les seuils tels qu'ils avaient été fixés par la loi NOTRe. Les seuils tels qu'ils avaient été fixés entraînaient très très peu de modifications finalement des intercommunalités. Et finalement, on s'est aperçu que sur l'ensemble du territoire national, il y avait de nombreuses propositions d'extension des périmètres des intercommunalités, avec très souvent des intercommunalités appelées maintenant XXL, et souvent aussi des intercommunalités qui fusionnaient entre elles, chaque ancienne intercommunalité se transformant en commune nouvelle et la nouvelle intercommunalité se transformant en agglomération ou en communauté urbaine. Et là,
je me suis quand même interrogé sur la pertinence de notre propre schéma intercommunal, sachant que nos dispositions obéissent strictement et de manière très minimale à la loi, c'est-à-dire à un seul critère, qui est celui des seuils. Il n'y a aucun critère de bassin de vie et il n'y a aucun critère de prospective d'évolution de nos territoires. Je viens de recevoir, certains d'entre vous ont dû le recevoir aussi, la synthèse des débats de la commission des institutions de la DCF qui s'est tenue donc le 3 novembre à Paris, à laquelle je n'ai pas pu assister. Les points forts qui ont été relevés au cours de ce débat. 725 communautés aujourd'hui en France sont impactées en 2013, donc 2014, pardon, étaient impactées en 2013-2014. Il y en a aujourd'hui 1250 supplémentaires. Donc 1250 aujourd'hui communautés qui envisagent de modifier leur périmètre. Nous allons arriver au bout du compte à une baisse de 40% du nombre de communautés sur le territoire national. L'ensemble des schémas a été étudié, ça y est. Il y aura des fusions de communautés entières, excusez-moi, avec parfois des dissolutions, et les projets de fusion sont à une échelle beaucoup plus large qu'en 2013-2014. Tenez-vous bien, 140 projets aujourd'hui regroupent plus de 50 communes, et 90 projets regroupent plus de 3 intercommunalités en une seule fois. Il y a très peu d'évolution en revanche dans les grandes villes. Toutes les communautés urbaines restent stables, les métropoles aussi. Il y a seulement 4 créations de communautés urbaines et 14 créations de communautés d'agglomération sur l'ensemble du territoire. Mais je le rappelle, donc 40% de communautés en moins. Ce qui est remarqué également par la Commission, c'est une concordance des périmètres de nouvelles intercommunalités avec les bassins de vie. Et nous, ici, nous n'avons pas encore réfléchi à notre bassin de vie. Nous n'avons pas entamé ce débat. Et je crois qu'il est temps, véritablement, de l'engager. J'en ai parlé en bureau du pays, pays du Val-de-Guyenne-Gascogne, pays... ça y est, j'ai oublié le mot. Val-de-Garonne, Guyenne-Gascogne, c'est ça. Et effectivement, le sentiment aujourd'hui, c'est que chacun reste sur ses positions, chacun se regarde en chien de faïence, chacun a peur d'être absorbé par l'autre, mais chacun se rend bien compte qu'il y a une évolution inéluctable et qu'il y a un sens à l'histoire. Bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut en discuter. Nous en avons souvent discuté en bureau. Il ne serait pas judicieux aujourd'hui d'étendre notre périmètre et de modifier encore une fois nos compétences. En revanche, rien ne nous empêche d'en discuter avec nos voisins, rien ne nous empêche d'établir des bases de travail un petit peu plus étroits et de parler d'avenir. Et c'est en tout cas, je crois, ce qu'il faut faire avec nos intercommunalités voisines. La question qui se pose clairement aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces mastodontes de communautés. Au Pays Basque, la communauté prévue regroupe plus de 160 communes. 167 communes exactement. Ce qui veut dire qu'il va falloir la gérer. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas dans cette configuration-là, mais ça veut dire aussi que rien n'est impossible et qu'il faut mettre cette question sur la table pour savoir demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce que nous ferons de notre territoire. Je ne voudrais pas qu'un jour nous nous réveillions en nous disant maintenant il faut agir, on va commencer à réfléchir. Non, il faut réfléchir maintenant et le jour où on nous demandera d'agir ou lorsque nous sentirons qu'il est temps d'agir, à ce moment-là, nous agirons et le débat aura été lancé. Voilà pour ce qui concerne l'introduction que je voulais vous faire sur ce dossier. Maintenant, nous allons vous présenter donc le schéma de coopération intercommunale tel qu'il a été donc présenté à la CDCI. Si on peut commencer. Voilà, donc la révision du schéma départemental de coopération intercommunale répond à l'article 5210 du 1.1 du Code général des collectivités territoriales.
Vous le verrez dans les dossiers, il y a 8 orientations à prendre en compte et un calendrier d'élaboration resserré qui doit aboutir au plus tard le 31 mars 2016 avec une validation en CDCI. Le schéma départemental est donc décliné en 2 volets, les EPCI, les intercommunalités, et les syndicats. Tous les syndicats donc, de notre département. Le calendrier, donc avec des allées et venues, avec des propositions qui peuvent être faites par la CDCI, avec une validation par la CDCI aux 2 tiers. C'est un peu compliqué, hein, mais globalement, le schéma tel qu'il est présenté par le préfet ne peut être amendé que d'une seule manière, c'est que la CDCI se prononce aux 2 tiers en faveur d'une modification. Le paysage intercommunal tel qu'il est aujourd'hui, donc au 1er janvier 2016. On peut avancer. L'application des critères démographiques de la loi NOTRe. On avance. Voilà. Les propositions d'évolution. Vous avez déjà un travail qui est engagé dans l'Albret avec une fusion des communautés de communes des coteaux d'Albret, du Mésinet et du Val d'Albret. Ils vont se regrouper, donc les trois intercommunalités, c'est un travail qui était déjà engagé depuis un certain temps. Ils vont former une communauté de 34 communes qui va regrouper 26 896 habitants. C'est leur espace de vie, c'est normal, c'est l'homogénéité du territoire, c'est ce que l'on appelle donc le territoire vécu, le bassin de vie. Le projet donc, a été engagé en 2011 et il est en train d'être finalisé. La fusion des communautés de communes du canton de Preissas et du Confluent. Ce sont donc 2 communautés qui sont impactées par les seuils. Elles vont regrouper 28 communes et 17 000 habitants. C'est un territoire donc, de la moyenne vallée de la Garonne, structuré autour de grands axes de communication. Il y a une cohérence avec la carte cantonale et la carte des aires de santé. Elle permettra, d'après la préfecture, donc, de faciliter l'exercice de la compétence GEMAPI sur le Confluent. Là aussi, c'est un schéma qui a déjà été anticipé par les intercommunalités depuis la parution des critères. Ensuite, il y a la fusion des communautés de communes de Pennes d'Agenais et de Fumel communauté. Alors c'est un sujet qui fait débat, puisque la communauté de Pennes a été interrogée par la communauté de Villeneuve. Il y a eu, semble-t-il, un petit raté dans la communication. Globalement, le préfet donc, préfère rattacher la communauté de Pennes à Fumel. Et s'il y a des propositions contraires, il faudra donc une majorité de 2 tiers pour contrebalancer cette proposition. On peut passer sur les motivations. Donc voilà le paysage intercommunal tel qu'il sera présenté par le préfet pour le 1er janvier 2017. On peut revenir sur la carte précédente. Voilà. Donc vous avez une fusion en mauve au milieu des 2 communautés du Confluent. Et vous avez tout à fait à l'est la fusion de la communauté de Pennes avec la communauté de Fumel. Reste donc la communauté de Paps, du pays de Serres, qui pose aussi des problèmes et des interrogations et pour lesquelles il va y avoir, je pense, des propositions qui seront faites. Voilà pour ce schéma qui est présenté par le préfet. Pour ce qui concerne les syndicats, au 1er janvier 2016, il y a 79 structures, 12 syndicats mixtes ouverts, 10 syndicats mixtes fermés qui regroupent des EPCI et des communes ou exclusivement des EPCI et 57 syndicats intercommunaux. Les lignes directrices du projet préfectoral, développement de l'exercice de compétences à l'échelle départementale et fusion des syndicats limitrophes ne comptant que peu de membres. La dissolution de syndicats monocompétences à faible activité et la dissolution de syndicats monocompétences inclus dans un EPCI à fiscalité propre. Lorsqu'un syndicat est inclus entièrement dans l'EPCI, il a vocation donc à disparaître. La proposition de fusion de syndicats dans le domaine scolaire, donc le Civu scolaire de Saint-Pierre-les-Vignac et le Civu scolaire d'Allemance du Drau-Cambe-Monteton.
syndicat de réalisation pédagogique et culturelle d'Argenton, Bouglon-Guérin, Civu scolaire de Montpouillan-Samazan, Civu scolaire de Grézé-Labastide-Sainte-Gemme, le Civu scolaire de Lacossade, Montségur-Saint-Aubin et le Civu scolaire de la Haute-Vallée de la Lède, Civu des Coteaux de Galapian, Frégimont-Saint-Salvi et syndicat de regroupement pédagogique de Lusignan-Petit, Madaillan, et le site d'Agen Nord-Ouest. Syndicat intercommunal de transport scolaire de la région du Mas d'Agenais et syndicat intercommunal de transport scolaire du CES du Mas d'Agenais. Donc là, c'est fusion de compétences. Ensuite, dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, syndicat mixte du Drô-Aval et syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Dourdaine. Les propositions de dissolution de syndicats. Dans le domaine de l'assainissement de l'eau potable, Sivom de Casteljaloux, syndicat des eaux du Mas d'Agenais, syndicat des eaux du Sud-Marmande, syndicat des eaux de Xintrailles-Montgaillard, syndicat des eaux de Clérac-Castelmoron, syndicat d'assainissement de la région de Cocumont. Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, syndicat intercommunal d'assainissement Grange-Lafitte, syndicat pour l'aménagement et la gestion des bassins versants de la Lémance et de la Thèse, syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Castelmoron. Dans le domaine du développement économique, syndicat mixte pour le développement économique du Néraquet. Et dans le domaine de la voirie, syndicat intercommunal de voirie d'Agen-Centre. Dans le domaine de la gestion des équipements de sport et de loisirs, le CIVU de Darel, le CIVOM de la région Est-Agen, syndicat intercommunal des sports Fumel-Mont-Sampron, syndicat intercommunal de gestion du stade intercommunal du Caïran. Le bilan quantitatif, alors ça c'est je pense que c'est sur le périmètre national, hein, puisque les EPCI, nous on ne va pas voir disparaître 40% des EPCI, donc c'est le périmètre national. Non, c'est ça, oui. C'est Lot-et-Garonne, oui. C'est Lot-et-Garonne. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas les... Oui, c'est 2012 l'évolution, c'est ça. L'évolution 2012-2017, 40% de PCI en moins. Voilà. Et les syndicats, 51%. Donc on divise par deux le nombre effectivement de syndicats. Voilà. Vous avez dû recevoir effectivement l'ensemble de ces documents aujourd'hui à 16h dans vos boîtes mail par la préfecture. Voilà, on avait des documents un peu plus incomplets jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça effectivement que ils sont tout chauds là. Hein. Voilà la proposition du schéma départemental telle qu'elle a été donc formulée par les services de la préfecture. Donc le débat est lancé. Qui veut la parole? Y a-t-il des questions? Oui, Jacques Bellirit. Oui, merci. Juste pour continuer le propos liminaire de ta part concernant la dimension des collectivités. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses plutôt en termes de projet que directement en termes de grandeur de collectivité. Ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble. Et s'il y a lieu à porter des projets ensemble, et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être parler de regroupement complémentaire. Sinon, on sait très bien comment ça va rester. Les gens vont rester chacun dans son territoire en essayant de garder cette parcelle de responsabilité. Je ne parle pas forcément de pouvoir. Donc, moi, je pense que là, nous avons effectivement intérêt à y réfléchir. Et on a me semble-t-il, deux champs d'expérimentation là-dessus. Il y a le pays, puisque le pays regroupe tout le monde là-dessus. Et donc, à mon sens, on doit donner cette ambition politique de réfléchir à des projets communs, plus largement que des réponses à des appels à projets, mais vraiment réfléchir à des projets communs. Ça me semblerait beaucoup plus structurant pour le territoire. Et puis, va arriver prochainement, les choses ont commencé, dans le cadre du SCOT, les mêmes possibilités. Donc, où on pourra porter là de la prospective qui pourra nourrir demain les possibilités de projets. Donc, je crois qu'on va avoir les outils et les lieux pour faire cette réflexion-là, quitte à avoir à un certain moment je dirais des partenariats pour porter des projets communs. Je pense que c'est de cette façon-là que l'on peut travailler, parce que
encore une fois, pour moi, le regroupement pour le regroupement ne veut strictement rien dire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce que ça amène au territoire de travailler ensemble. Et s'il y a une plus-value, auquel cas, bien entendu, il faudra la prendre. Avec les limites qui sont les limites de la gouvernance, qui ne sont pas les plus simples à régler. Mais c'est évident que c'est dans ce sens-là, pour ma part, qu'il faut le faire. Concernant la proposition qui est ici, moi je pense qu'effectivement on a à prendre des positions assez rapidement, mais il y a quand même des sujets qui sont des sujets à réflexion dans ce territoire, dans notre territoire. Le sujet du transport scolaire, puisqu'on voit qu'il y a 2 syndicats qui sont plus de 2 syndicats, mais je pensais, pardon, moi où je suis directement impacté, c'est ceux sur le MAS d'Agenais, les 2. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur le transport scolaire, il faut être très clair, à partir du moment où la communauté a pris les compétences, la fusion de ces 2 syndicats, ça a peu de sens pour ma part. Je pense que le sens, il est vraiment que la communauté exerce complètement cette compétence. Donc moi, je pense que là, il y a un sujet. Alors je le dis pour la partie du MAS d'Agenais. Il y a peut-être d'autres secteurs qui sont touchés. S'il y en a d'autres, il faut aussi les intégrer dans un groupe de travail là-dessus. Deuxième sujet sur lequel, me semble-t-il, nous avons à réfléchir, par rapport à la proposition de Monsieur le Préfet, c'est le sujet sur l'eau, où on nous dit donc disparition d'un certain nombre de syndicats qui nous incombent. Il y a le sud de Marouane, parce que moi j'y suis, mais il y a Clérac, il y a la région de Cocumont, et puis il y a le MAS d'Agenais. On a une perspective, on le sait, qui est fixée de compétences obligatoires par l'AGLO au 1er janvier 2020, me semble-t-il. Juste, il est intéressant de regarder qu'est-ce qu'on fait là-dessus et d'avoir une réponse, à mon avis, travaillée, et pas une réponse aussi rapide que nous pouvons avoir à une demande d'avis comme ce soir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des sujets qui interpellent directement notre agglo, sur lequel, à mon sens, on ne peut pas répondre comme ça sans que les différents syndicats, je parle pour l'eau ou pour la partie transport scolaire, aient vu les syndicats et l'agglo, parce qu'il y a des perspectives. Et donc, moi, je trouverais un peu, du moins si on ne le fait pas de manière réfléchie, peu idiot, de là on change, on passe à eau, puis après ça revient à l'agglo. Bon, voilà, donc moi je pense qu'il y a une urgence là à regarder très précisément les choses et puis prendre après une position, mais qui sera une position réfléchie et pas simplement une position imposée par le calendrier de Monsieur le Préfet, même si lui-même a un calendrier contraint par la loi. Donc moi, il y a vraiment ces 2 sujets sur lesquels moi j'aimerais qu'on ait réfléchi. Et pour ma part, dans ce cadre-là, moi je m'abstiendrai sur ce schéma à cause de ces 2 éléments que je souhaite travailler en préalable. Merci Jacques. D'abord, je salue ta forme. Bon retour chez nous, parce que je sais que tu as eu quelques petits soucis. Et je te rejoins effectivement sur tout ce que tu as dit. Premièrement, on ne peut pas aujourd'hui, et je l'ai dit un petit peu en introduction, parler que de périmètre et de compétences. Il faut qu'on parle projet commun. Et effectivement, se rencontrer avec les intercommunalités voisines, c'est voir si on peut aller au-delà des appels à projets qui concernent les fonds européens. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'inventer un territoire qui soit assis sur un SCOT global et d'architecturer au-dessus un projet global de territoire durable. Et je pense que là, une fois qu'on aura réfléchi à ça, on pourra effectivement aller un peu plus loin. Ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, et c'est pour ça, je crois, qu'il faut commencer à en parler calmement avec nos voisins, enfin avec ceux qui veulent en tout cas.
Concernant les syndicats, moi je regrette qu'effectivement les choses aillent aussi vite et de manière aussi péremptoire. Parce que rappelez-vous les discussions que nous avons eues dans le cadre de la prise de compétences par anticipation, prise de compétences GEMAPI. Nous avons discuté pendant plusieurs mois avec les syndicats, les différents syndicats, pour arriver à une compréhension globale du phénomène, pour essayer de mettre en place un outil qui soit véritablement adapté à la mission. Et je ne vois pas comment, enfin moi en tout cas, je ne vois pas comment je peux donner effectivement un avis sur les syndicats. Autant sur les EPCI, on connaît tous les EPCI, on sait tous ce qu'ils veulent. Autant sur les syndicats, je crois que c'est suffisamment difficile et il y a suffisamment de complexité dans leur architecture et dans leur périmètre et dans leur mission propre, que moi je ne me sens aujourd'hui absolument pas armé en termes d'information pour pouvoir délibérer sur les syndicats ce soir. Je te rejoins tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Juste, d'autres merci questions pour la forme. Effectivement, je retrouve la forme. Je remercie tous ceux qui m'ont donné les messages. Je n'ai pas encore retrouvé toute ma pugnacité, mais ça va venir, t'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Régine. Merci, Président. Moi, je veux aussi intervenir parce que j'étais déjà intervenue à Villeton, je me souviens, quand il avait été sujet de parler de la prise ou non de compétences par VGA. Moi, ma position est la même et je salue parce que vraiment c'est la même que vous deux, à savoir aujourd'hui, moi je me sens pas prête, représentant aussi un syndicat, je me sens pas prête justement de voter pour ce schéma qui est proposé. Donc effectivement, pour ce qui est de l'interco, d'accord, mais pour les syndicats, effectivement, nous, on n'est pas prêts au niveau de notre syndicat. Déjà, moi, on m'avait demandé de voter contre. Bon, je m'abstiendrai sur ce schéma, mais effectivement, c'est un travail qu'il faut faire tous ensemble pour avancer. Oui, effectivement. Le problème qui se pose pour nous, c'est le cadre légal. C'est-à-dire qu'il faut que nous répondions avant le 12 décembre. Donc on nous laisse très peu de temps. Vous voyez, on avait des informations un peu parcellaires, on a eu des informations plus précises aujourd'hui. Avant le 12 décembre, soit on organise un conseil communautaire extraordinaire avant le 12 décembre. Très sincèrement, pour le résultat qu'on aura, sachant qu'il faut de toute façon 2/3 de la CDCI pour faire une proposition différente, je crois qu'il faut laisser les syndicats travailler entre eux. Et si nous avons des propositions à faire ensuite en CDCI, eh bien les représentants des agglomérations, des intercommunalités et différents partenaires donc en CDCI, à ce moment-là, essaieront de faire passer ces modifications. Donc effectivement, moi je m'abstiendrai aussi sur ce schéma, sachant que, quoi qu'il en soit, ça n'aura pas grande portée. Je crois que l'important, c'est de faire travailler les syndicats. Oui, Gilles Lagayuzaire. Ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est la méthode. Parce qu'au niveau des EPCI, à la limite, on peut avoir davantage d'idées, un avis peut-être un peu plus éclairé. Mais aujourd'hui, franchement, nous demander sur l'ensemble du département ce qu'on pense de la fusion ou la transformation de tel ou tel syndicat, alors qu'on ne connaît même pas, enfin moi pour ma part, il y a des choses que j'ignore totalement de leur, pas de leur mission, mais au moins de leur organisation, etc. Je ne vois pas comment on peut, comme ça, de l'autre côté du département, avoir un avis sur ce qui se passe à Agen, à Villeneuve ou ailleurs. Moi, je suis incompétent absolument pour dire quoi que ce soit là-dessus. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres prises de parole? On peut passer au vote, je pense. Pardon. J'ai pas vu. Qui a demandé la parole? Christian, M. Freycinet. Oui, pardon, merci, Président. Moi, en ce qui me concerne, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit, parce qu'il n'est pas possible de prendre une position ce soir, on n'a pas assez d'éléments. Après, je suis d'accord pour que l'on continue peut-être à étudier la portée des futures fusions avec nos voisins,
en dépassant peut-être même le pays. Et puis pour une autre raison, parce que moi j'avais anticipé, j'avais mis à l'ordre du jour de mon dernier conseil municipal le projet de schéma départemental. Évidemment, les conseillers municipaux, dans leur ensemble, ont dit non, non, nous on ne prend pas position pour les mêmes raisons qui viennent d'être exposées. Voilà ce que je voulais préciser, dont je m'abstiendrai sur ce sujet. Merci bien. Pas d'autres interventions? Nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ça sera plus clair. Très bien. Abstention générale. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Dossier numéro 2. Engagement de Val-de-Garonne Agglomération dans la candidature à l'appel à projet restructuration touristique des territoires aquitains. Monsieur Michel Perrat. Merci, Monsieur le Président. Lors du Conseil communautaire du 17 février 2015, les élus communautaires ont unanimement décidé de s'engager aux côtés des 3 autres PCI constituant le pays Val-de-Garonne, Gascogne, Guyenne et Gascogne, c'est-à-dire Casteljaloux, Duras et Lauzun. Dans la constitution d'une candidature à l'appel à projet structuration touristique des territoires aquitains, lancée par la région aquitaine, l'objectif affiché de cet appel à projet est de soutenir des projets partagés à l'échelle du territoire touriste pertinent, dotés d'une maîtrise complète des compétences tourisme, engendrant la mutualisation de moyens appropriés et l'élaboration de stratégies communes de développement. La région souhaite maintenant avoir un interlocuteur sur le pays. Répondre à cet appel à projet, c'est convenir d'un mode d'organisation entre l'ensemble des offices de tourisme constituant le pays, tout en mutualisant les actions en faveur de la filière touristique. C'est promouvoir une destination touristique élargie en gommant les limites administratives de chacun des EPCI, mais c'est aussi et surtout développer une vraie économie touristique avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. L'objectif principal de cette coordination étant de proposer un territoire touristique pertinent et de construire ensemble une stratégie de développement touristique à l'échelle du pays. Lors de la séance plénière de la région du 6 juillet dernier, la candidature du pays a reçu un avis favorable, permettant ainsi d'assurer des lignes de financement afin de soutenir des actions de structuration touristique. Il s'agit donc aujourd'hui de lancer des actions et d'engager des réflexions. Cependant, la charge de travail à l'échelle des 4 PCI est importante. C'est pourquoi il serait intéressant de créer une véritable cellule ingénierie touristique à l'échelle du pays. La région Aquitaine s'est officiellement engagée à financer la création de ce poste à hauteur de 50%, et ce sur une période de 3 ans. La région souhaite fortement à ce qu'un interlocuteur unique puisse suivre la candidature et instruire les différents dossiers. Une personne en capacité de faire le lien entre les 4 PCI, les socioprofessionnels et animer tous les appels à projets du pays sous la responsabilité de l'OT Val-de-Garonne. Lors du comité de pilotage du 31 août 2015, les co- et vice-présidents du pays ont donné un accord de principe en vue de recruter un chargé de mission tourisme et se sont prononcés favorablement pour cofinancer le reste à charge au prorata du nombre d'habitants de chaque PCI. Le plan de financement est exposé ci-dessous. Pardon. Plan de financement. Dépenses 30 000 €. Les recettes. Subvention du Conseil général d'Aquitaine, 50%, soit 15 000 €. Autofinancement du pays Val-de-Garonne 3G, 15 000 €, reste 15 000 €. Val-de-Garonne, 10 230 €.
Coteau-Landais Gascogne, 2055 €. Communauté commune de Pays de Lausanne, 1785 €. Et communauté commune de Pays de Duras, 930 €, ce qui fait un total de 30 000 €. Je pense qu'il est nécessaire pour le pays de se faire aider dans la démarche de structuration du tourisme de pays. Et pour ce recrutement, un avis favorable a déjà été émis pour ce recrutement et pour l'instruction de divers dossiers pour le pays. Voilà, je vous remercie. Merci Michel Perrat. On est typiquement effectivement dans le mode opératoire du pays. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est une co-construction entre les 4 PCI dans le cadre du programme LEADER, dans le cadre du projet de pays, dans le cadre de la politique contractuelle et dans le cadre touristique. Nous travaillons quasiment toujours à 4. Et c'est ça qu'il faut faire fructifier. C'est pour cela que la réflexion d'aller encore plus loin doit se tenir aujourd'hui. Vous voyez que nous mettons très clairement, nous mettons notre ingénierie VGA la plupart du temps au service des autres et nous partageons les frais. J'en profite d'ailleurs pour féliciter l'administration de notre intercommunalité parce que tout le monde vante ses mérites et là véritablement nous avons la preuve de son efficacité. Sur cette restructuration donc, touristique, c'est mettre à niveau l'ensemble de nos politiques touristiques pour les harmoniser sur l'ensemble du territoire. Il nous faut effectivement une ingénierie sur ce point-là, de manière à avoir une action collective, une action homogène, et de manière à ce que le tourisme se vive sur notre territoire de la même manière de Duras à Cassel-Jaloux et de Lausanne à Marmande. Voilà, très clairement c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Oui, Jacques Billirit. Oui, merci. Une remarque et une question. La remarque, autant je suis tout à fait d'accord sur l'aspect de la structuration nécessaire. Je crois que ça, on ne peut pas se développer si on n'est pas structuré. Et il est évident que les communautés qui sont dans le pays ont tout intérêt à avoir une structuration commune. Autant, il me semble, et dedans, dans la note, on parle de la destination que pourrait être notre pays, notre territoire. Je pense qu'il faut être modeste là-dessus. Je pense que très honnêtement, en termes de tourisme, le pays, Val-de-Garonne, Gascogne-Guyenne, n'est pas une destination. C'est-à-dire que les gens qui sont à Paris ne viennent pas dans le pays. Ils viennent sur une destination aquitaine, une destination sud-ouest. Ils viennent sur la vallée du Lot, ils viennent sur la vallée de la Garonne, mais ils ne viennent pas sur la partie destination. Et sur cet aspect de destination, on sera obligé de travailler de manière beaucoup plus générale avec d'autres des territoires qui sont à côté de nous, qui soient d'ailleurs dans d'autres départements également, en profitant de ce qui est en train de se passer sur la Dordogne avec Glasgow, ce qui se passe aujourd'hui autour de Bordeaux, et donc de manière à pouvoir effectivement profiter de ces destinations fortes pour que nous, on puisse en récupérer des retombées. Donc il y a l'aspect structuration, pas de problème, mais sur l'aspect destination, je pense qu'il va falloir regarder beaucoup plus large et regarder avec nos voisins, les territoires voisins. Ça, c'est la partie remarque. La question, là-dessus, il n'est pas dit, on parle de chargé de mission, il n'est pas dit de durée de contrat. Non. Il n'est pas dit dans la note, la durée de contrat. Il est dit il est parlé de chargé de mission, il est dit que la région allait aider sur 3 ans, il n'est pas dit que le poste serait sur 3 ans. Voilà, donc c'était juste pour avoir cette précision-là. Les choses sont claires. La région aide sur 3 ans, on prend un chargé de mission sur combien d'années, de manière à ce que les choses soient précises là-dessus. Ce n'était pas noté dans notre dossier. Oui, concernant le marketing territorial, en fait, concernant l'organisation de notre destination, doit-elle rester isolée, c'est ce que tu veux dire,
ou doit-elle effectivement être couplée à d'autres destinations et à d'autres projets, à d'autres politiques de marketing? C'est toute la question qu'il va falloir effectivement, sur laquelle il va falloir qu'on se penche. Et je salue l'arrivée de Pascal qui est là, qui vient d'arriver, qui est en charge donc de ce dossier. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé sur les infrastructures, malgré quelques lacunes, notamment en termes d'hébergement. Nous n'avons absolument pas travaillé, en tout cas pas de manière assez efficace, sur l'image de notre territoire et sur le marketing territorial. C'est pour cela donc Carole Vial, donc la directrice du service communication, et Pascal Laperche ont été envoyés depuis presque un an maintenant passer un master de marketing territorial à Aix. Il nous en fera un compte-rendu dès qu'il sera possible. Mais je crois qu'il faut que nous ayons une démarche de territoire. Encore faut-il bien cerner les limites du territoire. Et ça sera un débat qu'il faudra mener. Et une fois qu'on aura bien cerné le territoire, qu'on saura quelle image défendre au travers de ce territoire, à ce moment-là, on pourra proposer un produit global en articulation avec les autres territoires qui nous entourent, et notamment la métropole qui est très attractive sur le plan touristique. Donc je crois qu'il ne faut pas quand même attendre d'avoir tout en place, notamment en termes de marketing, parce que ça ne marcherait pas. Tant qu'on peut optimiser notre offre touristique, il faudra le faire. Et ensuite, dès que nous serons prêts sur le marketing, eh bien à ce moment-là, nous ferons du marketing territorial. Voilà un peu comment je vois les choses. Et si nous devons d'abord mettre en place un marketing et ensuite adapter nos structures, je crois que nous perdrions beaucoup trop de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pascal, tu veux peut-être rajouter un petit mot sur le marketing territorial? Pascal Laperche. Oui, bonsoir, merci, excusez mon retard. Alors, en termes de marketing, on va peut-être utiliser un autre mot qui sera peut-être l'attractivité plutôt que le marketing, parce que c'est vrai que ce mot-là est adossé à tout un tas de représentations, et dès qu'on parle de marketing, on voit tout de suite une affiche 4x3, un slogan, etc., etc. Donc, aujourd'hui, le marketing a changé de structure, et on n'en est plus là du tout. En tout cas, tous ceux qui ont mené des activités dans cette direction-là, à 90%, se sont tous cassés la figure en moins d'1 an. Donc ça demande quand même réflexion. Après, je rejoins ce qu'a dit Jacques Billiri quand il a parlé de modestie. Donc je pense qu'il faut être modeste, en tout cas dans ce qu'on veut faire. Je pense qu'au contraire, il faut être ambitieux dans la structuration de la démarche. Je pense qu'il ne faut pas viser très haut, mais sauter 50 cm pour le moment, et puis si on y arrive, on fera 60, et puis 80, puis 1 mètre. Je pense qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut tout de suite. Par contre, il faut qu'on soit nombreux à sauter la première barre, de manière à ce que les gens avancent ensemble et qu'on fasse ce travail-là ensemble. Après, je pense qu'il ne faut pas opposer les capacités de notre territoire avec les potentiels que peuvent nous amener des territoires voisins, peut-être l'Agenais, peut-être le Bordelais, certainement même le Bordelais. Donc je pense qu'il ne faut pas être dans l'opposition et en disant « oh, il faut faire tout avec les autres » ou « il faut faire tout seul ». Je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites chez nous, pour nous, entre nous, et puis d'autres choses qui doivent être mises en place avec d'autres territoires. Sur le plan touristique, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont faites et il faudra en faire d'autres à nouveau. Je pense que travailler au niveau du pays, ça me semble être aujourd'hui une dimension, alors j'allais dire raisonnable, une dimension, on parle de territoire pertinent. Donc effectivement, le pays me semble un territoire pertinent, une dimension pertinente. Ensuite, par rapport à ce qui a été dit avant, c'était sur notre question, évidemment, je rejoins ce qu'a dit Jacques, on est plus à se poser des questions, est-ce qu'on fait des projets ensemble et quel type de projet on est amené à faire ensemble, et est-ce qu'il faut qu'on soit ensemble pour mener ces projets-là? Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous travaillez sur la mise en page d'un document avec du texte et de l'image.
un moment donné, vous avez l'image, elle est tellement grosse que le texte ne rentre plus. Donc il faut réduire l'image et puis le texte rentre. Mais du coup, c'est votre zone de texte qui est trop grande, donc il faut aussi la bouger. Donc voilà. Et à la fin, on finit par arriver à tout caler. Mais dire c'est la priorité à l'image, à la longueur du texte ou à l'encadré, c'est partir de manière de travers dès le départ. Donc je pense qu'il y a des choses encore à faire, à travailler, ou il y a presque tout à faire à travailler, mais ne voyez pas le marketing territorial comme un nom, une marque ou un logo. Ça sera nettement insuffisant. Et pour vous donner un exemple, je crois que c'est la ville de Périgueux qui va se lancer dans une démarche de marketing territorial. Ils ont fait appel à Boris Ménadier, qui est un chercheur à Toulouse, qui a répondu, ils avaient fait un marché public, et dans leur cahier des charges, il y avait la création d'une marque. Et lui est allé à l'entretien et il leur a dit, oui, mais on ne va peut-être pas créer de marque, justement. Et il a été retenu. Donc la marque, aujourd'hui, ça sert à se démarquer, et en même temps, quand tout le monde aura la sienne, ça sera aussi la forêt, il faudra s'y retrouver. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du marketing, mais il ne faut pas faire du marketing parce que tout le monde en fait. Ça veut dire qu'il faut qu'on se pose les vraies questions. Et moi, je le redis, je l'ai déjà dit en commission prospective, je le dis ici. Quelle vision avons-nous de notre territoire? Que voulons-nous faire de ce territoire? Et qu'est-ce qu'on a envie qu'il devienne? Une fois qu'on aura répondu à ça, on aura fait un grand pas. Et avant de se poser la question de comment on va faire et on doit faire les choses, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. À partir de là, le comment, on arrivera à le décliner sans problème. Voilà. Merci Pascal. Y a-t-il des questions donc sur ce dossier? Oui, Michel Couzigou. Oui, juste quelques précisions. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Jacques Billiry, c'est que chaque étage doit faire la promotion du tourisme et qu'on n'est pas forcément le mieux placé, mais on est obligé de passer par la promotion de notre territoire. Il faut savoir qu'un visiteur sur deux de ce territoire est un Aquitain. Donc, on est obligé, au niveau du pays, de faire la promotion de ce pays-là pour attirer cette clientèle de proximité qui est aujourd'hui majoritaire. Alors bien sûr, le département, la région doit faire une promotion, mais à son échelle, et pour attirer et vendre l'Aquitaine sur de plus larges périmètres. En revanche, il y a quelque chose qui est incontournable au niveau du pays, c'est l'offre touristique. Parce qu'aujourd'hui, un touriste qui vient dans un gîte en Val-de-Garonne, lorsqu'il a passé 2 jours sur le territoire, il a fait le tour de l'offre. Donc il faut lui offrir un peu plus large et essayer de le maintenir une quinzaine de jours. Et aujourd'hui, moi je vois dans mon gîte, j'ai des gens qui restent jusqu'à 2 semaines, de plus en plus, mais ils vont sur tout le département. Voilà. Et il y a tout le temps, au travers de ça, un week-end qui sort même du département. Donc voilà, il y a 2 choses à bien distinguer, je pense. Il y a la promotion de notre territoire, et là, le pays reste quelque chose d'incontournable. Et puis, il y a l'étude de l'offre, où là, il faut que ça soit au pays, mais que ça soit aussi un petit peu plus large, et le département est bien placé. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Labardin. Donc moi je suis d'accord avec ce que dit Michel. Je pense qu'effectivement, sur le territoire, il y a un certain nombre de structures d'accueil. Ce qui est important, effectivement, c'est de construire avec ces structures d'accueil pour mettre en place une offre qui soit cohérente. Et il faut essayer de fédérer un certain nombre d'acteurs par rapport à ça. Et donc, en fait, même si on n'est pas forcément bien positionné quelque part, on a quand même un historique qui est celui qu'il est. Il n'est peut-être pas très important. Mais si on veut que ça puisse se développer, effectivement, il faut qu'on ait une offre qui permette à des gens de favoriser la création de sites. Voilà. Donc je crois que moi je suis tout à fait favorable à ce qui vient d'être fait et peut-être même aller au-delà du territoire, parce que le territoire, les gens qui viennent ici, ils vont aussi bien, je dirais, sur le Villeneuvois, ils vont un peu partout. Donc en fait,
même le pays est parfois limité. Donc en fait, il faut peut-être travailler de façon un peu plus large sur le département quelquefois, parce qu'effectivement, voilà, il y a des possibilités d'offrir une offre beaucoup plus globale. Voilà, la promotion du territoire, effectivement, c'est important. Quant au marketing territorial, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de créer une marque dans l'immédiat. Il faut d'abord travailler sur ce qui existe, essayer de fédérer les acteurs. Merci bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Gilles Lagahuser. Simplement pour dire que les vœux que l'on peut avoir, c'est bien, mais ça dépend surtout des personnes. Donc, effectivement, fédérer les acteurs du tourisme, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Mais si on prend simplement notre pays, aujourd'hui, il faudrait déjà qu'au niveau des offices de tourisme, ça a mûri, ça a déjà évolué, ça a déjà changé, mais que ça soit déjà un peu moins cloisonné. Rien que sur notre pays. Alors, si on va plus loin, c'est encore pire. Mais je crois franchement que effectivement, le tourisme n'a pas de frontières cantonales ou de communautés. Et je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire pour faire comprendre à certains acteurs, et surtout au niveau des offices de tourisme, qu'il faut véritablement travailler ensemble. Et ça, jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. Ce n'est pas le cas. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 3, désignation des délégués de Val-de-Garonne Agglomération au syndicat mixte des vallées des Tolzac. Alors, attention, à partir de maintenant, à partir du moment où on va passer au vote, s'il y a une personne qui est contre, une abstention, ça ira. Mais s'il y a une personne qui est contre, on passe au vote à bulletin secret. Pierre Imbert. Donc, vous avez bien compris la leçon. Dans sa séance du 20 mai 2016, le Conseil communautaire a décidé, à travers la délibération, de prendre la compétence de gestion du milieu aquatique et prévention des inondations, donc GEMAPI, par anticipation. Donc, nous devons, aujourd'hui, il s'agit de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants au syndicat mixte d'aménagement des vallées des Tolza. Alors, soit qu'on peut le faire par vote à bulletin secret ou scrutin public. Alors, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour le vote à bulletin secret? Alors, on va donner les noms après. Les noms, le nom des délégués. Donc, je vais donner les noms. Alors, pour Foyer, c'est M. Delsol Bernard, Gratelou, M. Toski Romain, Tonin, M. Durosier Daniel, et Varès, Mme Christian Christine. Les suppléants, pour Foyer, M. Dubourg Yves, pour Gratelou, M. Moritz Michel, pour Tonin, M. Bouchot Éric, et pour Varès, M. Trouvé Jackie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'on le vote en public? Oui. D'abord, y a-t-il des questions? Pas de questions particulières? Est-ce qu'on peut passer au vote? On peut passer au vote? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, dossier numéro 4, concernant les autres syndicats. Alors, c'est le syndicat de mixte fermé d'aménagement des bassins versants du Trek, de la Guppy et de la Canole. Alors, c'est identique. Je vais vous donner les délégués titulaires. Pour Agmé, M. Bissière Jérôme. Pour Beaupuy, Mme Hervé Maryse. Pour Birac, M. Lerdu Alain. Castelnau-sur-Guppy, Yanoto Guy. Cobon-Saint-Sauveur,
Duchessy Jean-Christophe, Escassefort Cap-de-Village Jean-Jacques, Gonto-Nogaret Marchy Jean-Louis, Lagupi Martin Jean-Max, Mauvezin-sur-Guppy Bordeneuve Daniel, Pumiclan Fréry Michel, Saint-David Cousigou Michel, Saint-Barthélemy d'Agenais Madame Lejeune Nadine, Sainte-Bazeille M. Bozetto Francis, Saint-Martin-Petit M. Descrampes Palem, Sèche M. Borde Christian, Virazeille M. Juin Stéphane. Pour les pas Christian. Donc, Borde Christophe. Pour les suppléants, alors Agmé, Madame Elou Corinne, Beaupuy, M. Escol Bernard, Birac-sur-Trek, M. Bide Jean-Marc, Castelnau-sur-Guppy, M. Pillon Daniel, Cobon-Saint-Sauveur, M. Fabre Christophe, Escassefort, M. Simonet Jean-Jacques, Gonto de Nogaret, M. Louvel Jean-Marie, Lagupi, M. Far André, Montvezin-sur-Guppy, M. Suculis, Pumiclan, M. Bertholin Gilbert, Saint-David, M. Bolzonilo Francis, Saint-Barthélemy d'Agenais, M. Malange Gaëtan, Sainte-Bazeille, M. Jada Christian, Saint-Martin-Petit, M. Denol Gilles, Sèche, Descrampes Alain et Virazeille, M. Courage-Longue Christophe. Y a-t-il des remarques, M. Courriot? En titulaire ou en suppléant? Bortolin Jacqui. D'accord. Bortolin Jacqui. Y a-t-il d'autres modifications à apporter? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 5. Le dossier numéro 5, c'est le syndicat mixte fermé d'aménagement des bassins versants de l'Avance, de l'Ourbise et des bassins associés. Dans les communes élu référent GEMAPI VGA, M. Guignard Michel. Élu référent GEMAPI VGA, M. Vaquet Jean-Pierre. Pour Calonge, M. Nero François. En titulaire. En Comont-sur-Garonne, M. Humbert Pierre. Cocumont, M. Dupont Gérard. Couture-sur-Garonne, M. Moreau Jean-Michel. Fourques-sur-Garonne, Mme Giraud Isabelle. Gaujac, M. Trivani André. Lagruère, M. Perreuil Guy. Marcelus, M. Derck Jean-Claude. Marmande, M. Dubourg Jean-Luc. Le Mas d'Agenais, M. Dutil Francis. Meillan-sur-Garonne, M. Dallaval Laurent. Pour Montpouillat, M. Carreteil Serge. Saint-Sauveur de Meillan, Bouic Jean-Robert. Samazan, M. Monicard Gilbert. Villeton, M. Jacomel Christian. Pour les titulaires. Pour les suppléants, VGA, M. Farbos Guy et Mme de la Marlière Sylvie. Pour Calonge, M. Garoste Serge. Pour Comont, M. Bruce Michel. Pour Cocumont, Mme Deluca Lisette. Pour Couture, M. Gava Jean-Pierre. Pour Fourques, Mme Blain-Prévost Marie-Odile. Pour Gaujac, M. Pivetta Jean-Michel. Pour Lagruère, M. Pajotvitch Noël. Pour Marcelus, M. Bazas Jean-Michel. Pour Jean-Marie. Jean-Marc. Bon, Jean-Marie. Pour Marmande, M. Dallasanta Jean-Christophe. Pour le Mas d'Agenais, M. Neibo Jean-Pierre. Pour Meillan, M. Vignot Roger. Pour Montpouillat, M. Casemajou Michel.
Pour Saint-Sauveur de Mégan, M. Labo Francis. Pour Samazan, M. Lagrolet Serge. Et pour Villeton, M. Dalla Maria Alain. Y a-t-il des propositions différentes, des objections? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 6. Alors, c'est pour l'aménagement de la vallée du Lot. Là, nous avons 2 communes, Clérac, M. Descouptal Gérard, et pour Lafitte-sur-Lot, Mme Villamy Maryse. Oui. Mais, pardon. Ça, c'était les suppléants. Les titulaires, j'ai pris à l'envers. Pour Clérac, M. Danardo Alain, et Lafitte-sur-Lot, M. Sodel Christian. Donc les suppléants, c'était pour Clérac, M. Descouptal Gérard, et pour Lafitte-sur-Lot, Mme Villamy Maryse. Y a-t-il des propositions différentes, des objections? Rien de particulier. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 7. Alors là, c'est pour le syndicat mixte fermé pour la protection contre les crues de la Garonne sur le Tonens. Donc il n'y a que 4 élus titulaires, puisque Tonnin, il y a Tonnin et Nicole, donc c'est un syndicat des digues. Donc pour Tonnin, c'est M. Christofoli Jean, Gadiela Daniel, Bar Régie et M. Lomé Guy. Y a-t-il des questions? Pas de questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 8. Approbation de l'extension et adhésion au syndicat mixte fermé d'aménagement des bassins versants de l'Avance, de l'Ourbise et des bassins associés. Pierre Imbert. Bon, le Conseil communautaire a décidé, à travers la délibération, de prendre la compétence gestion milieu aquatique et prévention des inondations GEMAPI par anticipation, mais également de solliciter une extension du périmètre du syndicat de l'Avance. Lors de son conseil syndical, le 18 septembre 2015, le syndicat de l'Avance a décidé, d'une part, de modifier ses statuts en fait de se transformer en syndicat mixte. À ce titre, je vous rappelle que Val-de-Garonne Agglomération adhère à ce syndicat mixte en représentation, substitution des communes membres. D'autre part, d'étendre son périmètre sur les communes de Anzex, Calonge, Comeigre, Caumont, Cocumont, Couture, Fargues-sur-Ourbise, Lagruère, Léry-Moncassin, Marcelus, le Mazagenais, Meillan-sur-Garonne, Puche d'Agenais, Razimé, Romestin, Saint-Sauveur de Mégan, Sainte-Gève-Martaillac, Villefranche-Caillerand et Villeton. Donc il est nécessaire, premièrement, de délibérer pour approuver l'extension du périmètre du syndicat d'aménagement du bassin versant de l'Avance. Deuxièmement, de délibérer pour approuver la modification des statuts de ce syndicat, le transformant en syndicat mixte fermé. Troisièmement, de délibérer pour confirmer l'adhésion de VGA au syndicat mixte d'aménagement et de gestion des bassins versants de l'Ourbise, de l'Avance et de ses cours d'eau du Méganais. Plus particulièrement, il convient de se prononcer sur l'adhésion de VGA pour les communes de Calonge, Lagruère et Villeton pour les missions optionnelles liées au bassin versant de l'Ourbise. De se prononcer sur l'adhésion de VGA pour les communes de Caumont, Cocumont, Couture, Fourques, Gaujac, Marcelus, Marmande, Le Mazagenais, Meillan, Montpouillan, Saint-Sauveur de Mégan et Samazan pour les missions optionnelles liées au bassin versant de l'Avance et cours d'eau du Méganais. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Pas de questions particulières, c'est très technique. Hein, c'est la fin de la restructuration de nos syndicats. Hein. Y a-t-il une question? Pardon. Régine, pardon. Technique. Est-ce qu'il ne serait pas bon de noter à compter du 1er janvier 2016? Ah non, là c'est indépendant. Là, hein.
Parce qu'ils sont actifs quand ce nouveau périmètre il va être actif au 1er janvier 2016. Parce qu'après, dans le projet en principe, si j'ai dans bien le projet, compris, il est noté pour une durée illimitée. Donc oui. je me dis, il y a peut-être une date. Alors, départ. si j'ai bien compris, nous avons eu la surprise d'avoir à l'automne la dissolution, enfin la prise de compétences par anticipation de GEMAPI et le jour même la dissolution. Donc on est obligé là de faire le plus vite possible. Hein. Sinon, ils ne peuvent pas fonctionner. Quoi, hein. Non, mais ça ne me pose pas de problème. C'est juste de le noter dans la convention, parce qu'il est noté dans la convention en durée du syndicat pour une durée illimitée. Mais oui. C'est peut-être à compter de... Non, c'est tout de suite, dès la délibération. Ah oui, elle était exécutoire, parce que là, on est dans le flou juridique, sinon. Ah oui. Sinon, c'est pas bon. Oui. On n'a pas de date de départ. C'est dès qu'elle est déposée, effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 9. Alors là, nous entamons les dossiers techniques, donc on fera un débat que si vous le souhaitez. Dossier numéro 9, convention entre la société Saint-Vincent-de-Paul et Val-de-Garonne Agglomération pour la mise en œuvre du dispositif intervenant social en gendarmerie. Y a-t-il des demandes de débat, des demandes de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 10, approbation du rapport annuel 2014 de la Société d'aménagement du Lot-et-Garonne, la SEM 47. Donc vous avez reçu en annexe le rapport annuel. Pas de demande de débat. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 11, planning de fermeture 2007 des établissements d'accueil du jeune enfant. Y a-t-il des demandes de questions? Des questions, demandes de débat? Pas de questions. Qui est contre? Oui, monsieur Bilirit, pardon. Une question. Pardon. D'accord. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 12. Créance éteinte, pépinière Eureka Marmande. Donc, des dossiers finances. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 13. Créance éteinte, pépinière Vénès à Tonins. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 14, créance éteinte, pépinière Vénès à Tonins. Ça a l'air d'être la même. Donc, non, c'est une autre créance. C'est une autre créance. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 15, créance éteinte dans le cadre d'une procédure de surendettement qui concerne donc les centres de loisirs, services à la population. Y a-t-il des demandes de... Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 16, vote du budget annexe GEMAPI 2015. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 17, création d'un service commun d'instruction du droit des sols. Délibération modificative pour cause d'erreur matérielle. S'il y a des demandes d'explication, la technicienne est là. Oui. On avait un problème de périmètre et de contractualisation avec le PCI de Lausanne. Pas de questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 18, modification des ratios d'avancement. Là, nous sommes dans des dossiers de RH. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier 19, modification de la charte d'évolution de carrière des agents de Val-de-Garonne Agglomération. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 20, l'entretien professionnel annuel d'évaluation du personnel. Y a-t-il des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier 21, versement d'une indemnité accessoire dans le cadre de la prise de compétences GEMAPI. Ça concerne donc les syndicats et les trésoriers de syndicats. Les secrétaires et les... Voilà. Ouais. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient?
Dossier numéro 22, formation des élus communautaires de Val-de-Garonne Agglomération. C'est une modification de délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier 23, rénovation thermique du centre aquatique et installation d'un système de chauffage durable. Et en plus, qui va nous faire des économies de gaz. Y a-t-il des questions? Oui. Cette rénovation. Alors, Régine, avoir des Régine informations Poveda, un peu plus techniques, précises sur les choix qui ont été pris dans cette rénovation. Régine Poveda, qui a suivi le dossier. Merci Alain. En fait, les chaudières aujourd'hui qui fonctionnent, il faut vraiment les changer. Et donc, ça a été un débat aussi au sein de la commission qui a fait qu'on est parti sur des panneaux, l'installation de panneaux qui pourront alimenter. Et il n'y a pas que ça, hein, puisqu'en fait, il y a aussi... Monsieur Lomé, qui c'est Monsieur Lomé? Ah oui, Monsieur Lomé. Mais ça, c'est en commission de travaux que vous en avez parlé. Voilà. Donc, alors, les techniciens, c'est plus eux, parce que nous, on a décidé... Non, mais c'est normal. Hein, attends. Chacun... Nous, la commission équipement sportif, on a délibéré sur le fait qu'effectivement, il fallait changer ces chaudières et pourquoi pas aller sur une production... faite par le biais soit de panneaux ou autre conception. Alors après, je vais passer la parole à Didier qui pourra te dire comment ça a été fait. Oh, tu m'as donné un cadeau empoisonné, là. Ce que j'en sais, c'est ce qu'on a discuté en commission des travaux. En réalité, les deux chaudières sont HS. Elles vont être changées par deux chaudières gaz à condensation. Donc c'est une nouvelle forme de chaudière. Et va être changé aussi ce qu'on appelle des CTA, c'est-à-dire des centrales de traitement d'air, qui sont aussi obsolètes. Et l'eau chaude des bassins intérieurs et extérieurs, va être faite par, je crois, 280 panneaux solaires. Et quand on ne chauffera pas l'eau chaude extérieure, ça basculera sur le chauffage de l'eau chaude intérieure. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a toute une structure à faire pour tenir ces panneaux solaires. C'est le gros du chantier d'ailleurs. Voilà ce que j'en sais. Voilà, ouais. Ah, le coût, tu l'as là, hein, regarde. Alors, très clairement, nous allons faire beaucoup d'économies de gaz parce que ces chaudières consomment énormément. Je crois que nous sommes les plus gros consommateurs de gaz de la ville de Marmande. Et là, nous aurons véritablement un outil qui sera optimisé pour ce qui concerne les consommations de gaz. Nous allons aussi faire des économies, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, au niveau de l'eau aussi. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus au niveau des vidanges d'eau? Donc, d'accord. Donc, il semble...
en fait, quand on nous a demandé de réduire les charges de chaque commission, on a travaillé à la fois sur les chaudières qui étaient HS, effectivement, et puis il fallait trouver une solution pour les changer. Et donc, on a trouvé aussi la possibilité de chauffer l'eau par le biais de panneaux. Mais pour ce qui est du changement d'eau, c'est dans le fonctionnement de la piscine, en fait. D'accord. Ouais, c'est sur une autre. Et c'est vrai que là aussi, on va essayer de la changer tout en gardant la qualité, mais d'être moins dans la dépense d'eau, de renouvellement dans la piscine. Mais c'est sur un autre projet. Voilà. Très bien, donc des économies à Aquaval. Oui. Monsieur Morizet. Oui, juste. C'est pas bon. Si. Pour compléter ce que disait, oui, pardon. Pour compléter ce que disait Monsieur Lomé, donc effectivement, en commission des travaux, on avait appris que les chaudières très anciennes devaient être remplacées, c'est exact. Par contre, l'aspect panneau solaire a amené quand même beaucoup de discussions en commission des travaux. Une structure importante à mettre en place pour éviter, entre guillemets, des dégradations éventuelles. Une étude qui n'est pas encore aboutie et, semble-t-il, un temps de retour extrêmement important au niveau du gain potentiel qu'on nous annonce. Donc, est-ce qu'il faut... alors, je ne sais pas si c'est un vote, hein, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut cumuler l'aspect chaudière et l'aspect panneau pour le chauffage de l'eau? Bon. Bah, je pense que si ça a été étudié, on pourrait peut-être avoir l'avis d'Alain sur ce point. Si on peut avoir, même si ce n'est pas une opération financièrement forcément très rentable, le fait de conjuguer les panneaux, si on peut avoir moins de consommation de gaz et donc d'avoir une petite participation en termes de développement durable, je crois que c'est quand même toujours bon à prendre. Je ne sais pas ce que... Alain. Non, Alain. Attends, le micro, parce que sinon on ne pourra pas l'annexer au compte-rendu. Oui. Donc c'est effectivement un des points noirs du bilan carbone de notre agglo. C'est pour ça en fait que je comptais, j'espérais avoir un peu plus d'éléments, un peu plus peut-être d'infographie et d'images pour que les choses soient plus claires sur les choix que vous avez faits, ce qui a motivé vos choix, quelle est véritablement l'économie que nous allons pouvoir faire. Je sais que ça va entraîner aussi des coûts de structure assez importants, car ces panneaux, c'est un principe d'eau courante en fait. Donc voilà, c'est avoir des éléments, parce que c'est quand même, je vous dis, le point noir du bilan carbone de l'agglo. Donc en 23e point, j'aurais trouvé pertinent qu'on approfondisse. Je pense qu'il faudrait effectivement, si on représente ce genre de dossier, je crois qu'il faudrait le compléter avec l'impact positif ou négatif qu'on peut avoir sur notre bilan et sur notre environnement, effectivement. Hein. Donc on demandera au service de travail dans ce sens. Oui, Michel, et ensuite les deux Michel. Michel Dufour, Michel Couzigou. Oui, c'est Gilbert, moi. C'est Gilbert. Voilà. Excusez-moi. Bon, moi, en tant que de la dernière génération d'élus, en fait, on a toujours parlé de la piscine avec des coûts astronomiques. Alors, bien sûr, à un moment donné, c'est normal, les chaudières, si elles ne marchent plus, il faut trouver une solution, je comprends très bien. À un moment donné, il y avait eu une histoire d'ozone dans les piscines de Marmandé, donc ça avait coûté, je ne dis pas le mot, mais très cher. Dans les 250 000 € tout d'un coup qu'il fallait vite d'un jour à l'autre et en avant. Après, il y a eu l'Aquaval, maintenant c'est la chaudière, mais avec des prix astronomiques, on y va par petits coups, parce que si on dit tout,
c'est encore pire. Et alors là, tout le monde se lève et tout le monde gueule. Alors je m'aperçois qu'en attendant, tout passe tranquillement. Et les chaudières, si j'avais 30 ans, ça peut être prévu que ce soit changé, quoi. Parce que bien sûr, 30 ans, on ne veut rien dire, elles étaient très bonnes, c'était une bonne marque, certainement. Et là, bien sûr, après, on cherche un système qui peut rapporter un petit peu, dépenser moins. Mais bon, je constate que, voilà, quoi, qu'on ajoute tout. Et bien, si on vous dit le chiffre, heureusement que vous êtes assis, quoi. Voilà, merci. Je suis tout à fait d'accord. Michel Cousigo. Oui, je vais un peu dans le sens de Gilbert. Je crois qu'il faudra qu'on ait une réflexion sur l'offre qu'on a pour les piscines. On a un territoire qui est vaste, c'est sûr, mais aujourd'hui on a 4 piscines, je crois, c'est ça, dans l'inventaire de Val-de-Garonne. Je crois qu'il y en a qui se font concurrence. Et je crois que le coût est quand même très important. Ça fait des années qu'on met de l'investissement dans les piscines, mais le coût de fonctionnement est récurrent et lourd. J'ai souvenir, il y a 2 ans de ça, la réunion de la DCF, où on avait eu l'intervention en assemblée du président de la communauté urbaine de Grenoble, qui disait qu'il venait de fermer sa dernière piscine. Il va falloir qu'on se questionne là-dessus parce que je ne suis pas sûr qu'on pourra supporter le fonctionnement de ces piscines, en tout cas de ce nombre de piscines. Je crois qu'il y a des fréquentations qu'il va falloir observer. Il y a des piscines aujourd'hui qui accueillent très peu de monde et qui doivent être encadrées. Voilà. C'était ma réflexion. Hein. Je ne vise pas une piscine en particulier, mais il faut qu'on se penche dessus parce que c'est très lourd. Alors Michel, je crois que tu as entièrement raison. On ne peut pas aujourd'hui décider de but en blanc de fermer ou de laisser ouvert une piscine tant qu'on n'a pas les éléments de réflexion. C'est pour ça que nous sommes, sous l'impulsion de Pascal César, nous allons mettre en place un service d'évaluation des politiques publiques, un véritable contrôle de gestion qui va nous permettre chaque année de suivre le coût de l'ensemble de nos services. Et donc nous saurons précisément ce que coûtent les piscines, les transports, etc., tout ce qui concerne nos missions. Nous aurons des missions à confier aussi pour les optimiser. Et à la vue de ces chiffres, nous pourrons à ce moment-là prendre des décisions qui seront éclairées et qui seront cohérentes. Et là, effectivement, nous pouvons prendre des décisions qui ne soient pas uniquement calquées sur la gestion, avec de véritables choix politiques. Mais ce seront des choix qui seront assumés, qui seront éclairés. Nous saurons où nous irons et nous saurons que tel outil nous coûte tant, d'accord ? Mais si c'est un choix politique, nous l'assumerons. Mais nous l'assumerons en connaissance de cause. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Oui, Régine. On avait fait le point en septembre avec Cédric Recoquillon, que je veux remercier pour son implication, tout comme tous les agents de la piscine d'ailleurs, et des piscines. Et le constat, il a été qu'effectivement, on a une belle année cette année, puisqu'il y a eu une progression quand même sur le Mas d'Agenais et Meillan. Je crois que c'était du plus 50 et 60% de fréquentation. C'était du 45 de mémoire Tonnin. Hein, Dante, je crois que c'est ça. Et puis, pareil, sur Aquaval, il y a eu une belle progression parce qu'il y a des animations, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place. On parle, effectivement, c'est une vraie question à se poser. Au moment où on parle de se rapprocher de la proximité, il y aura un vrai débat à mettre en place pour savoir, pour les piscines qui sont effectivement comme celle du Mas et de Meillan, c'est de la proximité, c'est un lien social, c'est quelque chose qui, si demain devait en prendre la position de la fermer, enfin moi ce ne sera pas ma position, mais effectivement il faut lancer le débat, pourquoi pas, hein, on est là pour débattre aussi, mais attention, voilà, je crois que ça amène un vrai plus pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur piscine. Et puis aussi, je le redis, c'est un véritable point de rencontre pour les jeunes, pour les moins jeunes et les familles. On voit bien qu'elles se retrouvent autour de ces piscines, qu'elles soient à Tonnes, à Meillan, au Mas ou même à Aquaval, et surtout et particulièrement l'été. Je crois que ce qui est important dans ce cadre-là, ensuite Alain Prédo, Christophe Courage-Long, ce qui est important, c'est que
effectivement, nous avons des chiffres de fréquentation, nous avons des sommes en face, mais très clairement, nous ne savons pas vraiment ce que ça coûte. Et c'est là qu'il faut un véritable contrôle de gestion, parce que ce n'est pas parce qu'on a tant d'entrées et tant de recettes, tant de dépenses qu'il nous semble afférentes en face, qu'on a véritablement l'équilibre financier de la piscine. Parce qu'il y a beaucoup de frais annexes qui ne sont pas pris en compte, notamment les amortissements de matériel, etc. Et là, il nous faut véritablement une idée beaucoup plus précise, non pas pour les fermer, mais pour savoir clairement quels choix nous prenons, mais de manière éclairée pour les assumer derrière. Alain Prédour, Christophe Courregelon. Oui, un dernier mot. Vous parliez tout à l'heure de territoire durable, en fait, en tout début de séance. Et ensuite, vous avez parlé, quand il s'agissait de la piscine, qu'il fallait travailler à évaluer toutes ces questions-là. Il me semble que dans tous les points que l'on peut discuter au niveau de cette Assemblée, on doit toujours se poser la question de l'impact en termes de développement durable sur l'aspect économique, social et environnemental. Et c'est souvent un petit peu mis de côté. Quant à la question de l'évaluation des politiques publiques, je rajouterai au vu des questions liées au développement durable. C'est un domaine dans lequel j'ai eu la possibilité de travailler déjà, et je crois que ce serait plus pertinent de prendre ça aussi globalement, Bien pas sûr. simplement d'un côté. Alors, il faut savoir que nous avons, à l'initiative du Conseil de développement, du C2D, nous avons introduit dans l'ensemble des fiches de notre projet territorial, dont nous allons bientôt débattre, un regard de développement durable. Et c'est une proposition qui nous a été faite, que nous avons acceptée, et l'ensemble donc de notre projet aura cette visibilité en termes de développement durable. Donc je crois que c'est un pas important qui sera franchi bientôt. Christophe Courregelon et ensuite Jacques Bilirit. Oui, merci Président. Juste une remarque par rapport au débat que nous avons eu à la fois sur le tourisme et là sur donc, les équipements sportifs, les piscines. L'efficacité est à rechercher dans toutes nos actions. Les économies, si on peut les faire, on les fait. Moi, j'y souscris pleinement. Je voudrais juste rappeler que l'intercommunalité, le fait que nous nous retrouvions comme ça à 43 communes, c'est aussi basé sur une valeur importante qui est celle de la solidarité entre nous et du rappel de cette importance capitale qui est la proximité pour nos habitants. Voilà, juste ce petit mot. Oui, mais effectivement, c'est pour ça que cette solidarité-là, elle doit être éclairée. Elle ne doit surtout pas souffrir de tabous. Et je pense qu'avoir des chiffres précis sur l'utilisation de nos outils et dire ben ça, on l'assume, c'est un choix politique, collectif, ben ça sera, là aussi, ça sera une bonne chose. Tout à fait. Ce conseil communautaire est aux manettes depuis maintenant 18 mois. Donc je pense qu'on peut facilement retrouver les éléments chiffrés et les mettre en œuvre. Après, il est clair que c'est de nos responsabilités, à la fois personnelles et puis collectives, d'assumer les choix que nous avons faits, que nous aurons aussi à faire. Alors, c'est plus difficile que ça, hein, les éléments chiffrés. Hein. Si on n'a pas de contrôle de gestion, on n'aura qu'une évaluation. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut véritablement un contrôle de gestion extrêmement performant. Parce que le budget est quand même assez important. Il y avait une autre question, Jacques Bilirit. Oui, pour poursuivre la discussion concernant effectivement l'intérêt d'avoir aujourd'hui quatre équipements là-dessus, je rajouterais que l'AGLO a demandé à un certain nombre de financeurs d'aider à réaliser ces équipements-là. Il est évident que ces financeurs-là, j'en connais un très bien, conseil départemental, puisque c'est moi qui ai mis en place la convention plan baignade au niveau départemental. Il est évident qu'on va regarder de très près si on nous demande des subventions, si c'est pour fermer les équipements. Hein. Je le dis très sincèrement, parce qu'il en va aussi de l'argent des contribuables et aussi de l'explication que nous aurons à donner à l'ensemble de nos mandats. Ça, c'était la remarque. J'ai une question concernant le dossier. Au vu de l'importance des modifications, est-ce que le coût d'objectif qui est à 550 000 est un coût d'objectif réaliste ou est-ce que c'est un coût d'objectif qui risque malheureusement d'être dépassé?
Voilà, parce que je crois que l'appel d'offres a été lancé. Je ne sais pas où on en est, mais j'aimerais bien être rassuré là-dessus. Parce qu'on est déjà... c'est pas bien de vouloir être rassuré. On est déjà à 550 000. Je voudrais bien être rassuré. Est-ce qu'il y a un avis de la commission des sports ou de la commission des travaux là-dessus? On va attendre peut-être la commission d'appel d'offres pour avoir plus d'éléments. C'est pas rassurant du tout. Alors. Ouais. Oui, monsieur Morizet. Oui, non pas sur l'aspect coût qu'on a évoqué en commission des travaux, effectivement. Je conçois très bien que Meillan ait sa piscine et souhaite la conserver, que le MAS ait sa piscine, souhaite la conserver, effectivement. On essaye de gérer les coûts des unes et des autres, parfait. Quand je vais acheter une boîte de clous à Conforama, non, Brico machin, là, on me demande dans quelle commune j'habite. Est-ce que les utilisateurs de Marmande, du MAS, etc., de nos 4 piscines qui sont donc dans le giron de l'agglo, est-ce qu'on sait un peu, au niveau de cette fréquentation, d'où viennent-ils finalement? Le sait-on? La commission des sports. Attendez, les micros. Régine Poveda. Des équipements sportifs. En fait, on peut le savoir pour Aquaval. Par contre, pour Tonneins, Marmande, Meillan et le MAS, on ne le sait pas précisément. Mais c'est vrai que c'est une population qui, quand même, est sur la zone proche, on va dire. Voilà. Mais on ne le sait pas précisément, effectivement. Très proche, alors ça peut être aussi, et nous, là, étant limitrophes de Gironde, effectivement, peut-être qu'il y a des Girondins qui viennent de la piscine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la précision. Hein. Non, il suffit que l'agent d'accueil demande, et si les gens veulent le dire, ils nous le disent. Après... Bien, on va peut-être revenir aux chaudières et on engagera un débat sur l'opportunité des piscines plus tard. Je crois qu'il faut recentrer sur notre note. Sur les chaudières, d'autres questions sur les chaudières ou pas? Pas d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Une. Pardon? Ah non, c'est le même vote là. Hein. C'est le même vote. Hein. Une voix contre. Qui s'abstient? Gardez bien les mains levées. Hein. C'est bon? Tout est compté? Très bien, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la séance est levée. Merci de votre participation à ce conseil communautaire. Pardon, y a-t-il... Pardon, excusez-moi. Monsieur Marté veut prendre la parole. Alors je voudrais rendre, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas dans aucun thème, même si on pouvait le rapprocher du schéma départemental de coopération intercommunale. Donc c'était la participation de 8 délégués à l'Assemblée générale des communautés communes de France. Donc je crois qu'il y a des frais qui auront été pris par la collectivité, donc c'est normal qu'on puisse en rendre compte. Voilà, donc le thème... C'est un peu ce qui a été dit par notre président. Donc la loi NOTRe, les fusions des petites communautés, puisqu'il y avait des paliers, comment dire, des populations avec des périmètres qui devaient être avec des populations nouvelles. Il y avait aussi des ateliers sur les communes nouvelles, des interventions sur la fiscalité locale. Il y a eu une belle intervention de Maryline Lebranchu, qui est ministre en charge des collectivités. La présence également dans certains ateliers de Christian Ecker, le ministre du Budget.
et puis la présence de François Barouin, le président de l'amicale des communautés des maires de France. Voilà, pendant ces jours-là, avec des ateliers divers, on a pu se rendre compte un petit peu de chemin que nous avons parcouru. J'ai participé, je crois, 9 fois, donc on a bien évolué entre les thèmes qui sont choisis. Alors je voudrais bien vous féliciter puisque vous êtes en avance pour la prise de compétence de GEMAPI, en avance. Et puis je voulais féliciter aussi notre président puisqu'il a été dans la liste des membres du conseil d'orientation. Voilà. Merci, Monsieur Marté. Je pense qu'effectivement, la convention de la DCF était une convention très importante et nous y avons appris beaucoup de choses. Merci, la séance est levée. Je crois qu'il y a de quoi se restaurer un petit peu.